Salut à tous, moi c'est Mélanie et aujourd'hui on va parler d'auto-sabotage, on va parler d'enfermement dû aux réseaux sociaux, on va parler de mon état de santé, comment je suis arrivée, où je suis arrivée pour ce début d'année 2023. Pour commencer, donc, tout va mal dans ma vie, mais je me vais bien. Et c'est comme ça que je commence l'année 2023 en me disant que y a plein de choses négatives qui arrivent autour de moi, plein d'aléas de la vie, mais je relativise et je me dis ce n'est pas grave, je vais mieux, donc pourquoi gâcher cette positivité que j'ai en moi actuellement à me bouffer la vie avec des choses négatives alors que je vais mieux psychologiquement. On va tout d'abord parler de l'enfermement que j'ai pu avoir dû aux réseaux sociaux et au temps passé sur les écrans sur toute l'année 2022. Donc en fait, c'est un sujet qui m'a fait réfléchir il n'y a pas très longtemps, parce que du coup, depuis le début de l'année, je suis confrontée à des troubles de l'anxiété. Donc ça fait 1 an tout pile. Au début, je savais pas que déjà c'était de l'anxiété, comme j'ai dit précédemment. Et puis, en fait, je me suis retrouvée vite confrontée à un problème, c'est que je pouvais plus sortir de chez moi. J'étais tellement perturbée mentalement que j'étais enfermée chez moi et j'étais cloîtrée dans mon canapé. Et puis, du coup, pour m'occuper, le problème c'est que vu que j'étais plus capable de sortir, je me suis encore plus mise devant les écrans et notamment sur mon téléphone où j'ai vraiment commencé à scroller sur TikTok. Je passais mes journées entières sur TikTok. C'était même pas calculable le nombre d'heures que je pouvais être dessus par semaine, tellement c'était énorme. Je scrollais sur mon téléphone et en même temps j'étais sur la télé. Et en même temps, je ne faisais plus rien et je devenais un légume, entre guillemets. Et ça, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et d'ailleurs aussi beaucoup de temps à regarder des films et des séries, mais sur des plateformes parce que en fait, je pouvais rien faire d'autre. Donc en fait, finalement, je m'enfermais en fait à travers les écrans et en fait, je m'imaginais une vie en fait sans pouvoir penser à la mienne qui était à ce moment-là merdique. Et je dévorais des séries mais entières de plusieurs saisons à la suite. Par exemple, je pouvais finir une saison par jour. Je passais mais à peu près plus de 10 heures sur les plateformes, en fait, plus de 10 heures sur mes écrans. Et je ne pensais pas que ça allait être aussi nocif pour moi. Et que ça a été très très rapide en fait. En fait, au bout de quoi, 1 semaine, 2 semaines, en fait, j'ai vu qu'il y avait des changements dans mon corps. En fait, j'ai commencé du jour au lendemain à avoir des nausées, j'avais mal à la tête, j'avais des migraines. Et en fait, j'étais dans une boucle où je me dis, non, de toute façon, je ne pense même pas à réfléchir une seule seconde de chez moi. Je ne veux plus sortir, donc de toute façon, hop, j'allume la télé, je me mets sur mon téléphone et c'est terminé. Et je ne voulais parler à personne, je voulais côtoyer personne. J'étais dans une bulle, mais qui est très, qui est en train d'être réaliste aux yeux de beaucoup de gens, hein, parce que je ne suis pas la seule concernée, mais c'est un problème qui arrive à beaucoup de gens en ce moment, et depuis notamment le confinement. Le problème, c'est qu'on s'enferme dans les écrans et en fait, on ne pense même plus à la vie qu'on a, la vie réelle qu'on a de tous les jours, tout simplement. Tout simplement, notre vie, elle s'est transformée de façon à ce qu'on n'ait plus de vie, qu'on ne vive plus extérieurement, mais qu'on soit focalisé sur des écrans, des images, des vies irréalistes qui ne sont pas du tout les nôtres d'ailleurs. Parce que généralement, ce qu'on regarde à la télé ou sur nos téléphones nous réconforte en fait, nous donne du baume au cœur, mais tout n'est qu'illusion. Et il faut se l'avouer, quand on regarde une série, truc super romantique, on regarde aussi des choses qui nous font du bien au moral pour éviter de
trop ressasser, parce que ça c'est aussi un de mes problèmes, c'est que je ressasse beaucoup les choses. Maintenant, j'essaye de faire un travail sur moi pour ne plus ressasser autant les choses, parce que je peux ressasser des événements qui se sont passés il y a 10 ans. Donc ça devient un petit peu lourd à supporter au quotidien, on va dire, 10 ans après. Et donc, comme je suis dans cette spirale de réseaux sociaux et de télé à fond, je me suis dit, vu que j'adore passer mon temps sur la plateforme TikTok, et ben je me dis, et ben pourquoi moi je raconterais pas ma vie dessus? Je me suis dit, pourquoi pas? En fait, j'ai pas honte de dire aux gens qui je suis, j'ai pas honte de faire voir tel que je suis d'ailleurs, hein, physiquement parlant, parce que j'ai pas envie de me voiler la face à moi-même. Je me dis, je peux être naturelle. Au moins, je me dis, au tout début de la plateforme, le but c'était d'être soi-même et de se faire du bien et tout ça. Maintenant, on est plus... TikTok a évolué, pas trop dans le bon sens, mais malheureusement. Mais au tout début de TikTok, moi, ce que j'ai trouvé dedans, ça me faisait énormément de bien. C'était léger, c'était super. Et je me suis dit, moi, je veux faire partie de ces gens pour détailler ma vie, pour leur raconter, pour leur dire que moi, je ne suis pas seule dans mon cas, mais les autres non plus. Vous n'êtes pas seul non plus. Donc, je me suis dit, allez, on se lance. Et je me suis dit, ça se fera tel que ça se fera. Pour une fois dans ma vie, je ne me suis pas dit, par exemple, je prends l'exemple tout bête, mais pour un travail ou un entretien d'embauche, il faut se maquiller, il faut se coiffer, il faut se préparer, être en super tenue de travail, enfin voilà, tout un petit sketch. Et là, je me suis dit, mais attends, on est sur Internet, j'ai pas envie de montrer du superficiel aux gens. J'ai pas envie de montrer cette facette de moi qui était avant ou qui pourra être encore dans le futur, comme ça, selon le métier que je referai à l'avenir. C'est pas moi actuellement. La personne que je suis actuellement ne se maquille plus. Je me coiffe plus avec des lisseurs et tout ça. La dernière fois, j'ai voulu faire une couleur de cheveux. Je me suis dit, ça fait longtemps. Puis au final, j'ai regretté tout de suite, instantanément. Je suis quelqu'un qui vit plus naturellement qu'avant. Et je me dis, mais pourquoi je devrais cacher ça aux gens? Non, pour moi, je me suis dit, allez, c'est l'acceptation de soi aussi. Il faut s'accepter tel que l'on est. Et je me suis dit, je vais le faire au travers de ces vidéos. Et aucun regret, parce que je me dis, je montre aux gens qui je suis. Et je voudrais pas retourner en arrière pour ça. Donc ça, déjà, ça m'a fait du bien. Ça m'a un petit peu donné de confiance en moi. Et je me suis dit, il faut aussi que je montre aux gens que mon visage tel qu'il est, il faut aussi que je montre aux gens en face cam les jours où ça ne va pas en fait. Qu'il faut arrêter de croire que la vie, elle est toute belle, que le ciel est bleu, que les oiseaux chantent, voilà, qu'on vit dans le monde des bisounours. Non, il faut arrêter. À un moment donné, on ne va pas se voiler la face. Moi, j'ai commencé à faire ces vidéos parce que j'allais pas bien psychologiquement et parce que j'allais pas bien avec mon bras qui me faisait énormément souffrir. Et justement, j'ai voulu transmettre ça aux gens, montrer aux gens que le problème des médecins en 2022, c'est un problème. Des établissements médicaux, c'est un réel problème. La science n'avance pas, ou n'avance très peu que pour des choses... alors attention, hein, je ne dis pas, il y a des choses qui avancent qui sont extraordinaires, mais je me dis, il y a des pathologies comme les miennes qui ne sont toujours pas soignées parce que la recherche n'avance pas, parce que les équipements sont vieux, parce que le personnel manque, parce qu'on vous prend pour des fous. Et c'est super triste. Et quand je vois autour dans mon fil d'actualité, les personnes par exemple qui parlent d'endométriose et qui disent mais non mais moi je suis prise par une cinglée d'après mon médecin me prend pour une cinglée, ma gynéco veut pas m'écouter, elle me dit que je suis jeune, que ça va passer ici et ça. Mais pourquoi on en est encore là? Mais c'est grave. Et moi c'est pour ça que aussi j'ai voulu montrer ça en fait c'est ce que j'ai voulu démontrer en fait à travers mes vidéos. Pour montrer aux gens que tu as le droit d'aller mal et tu as le droit de gueuler en fait. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un
Et d'ailleurs, je suis quelqu'un qui gueule beaucoup dans la vie de tous les jours. Je parle très fort, j'ai un ton qui peut paraître très sec des fois. C'est ma manière de m'exprimer, mais il faut dire les choses. À un moment donné, stop. Il faut arrêter de se voiler la face, de dire que c'est tout beau, tout rose. Hein. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, ah bah non, personne n'a de problème pour payer ses factures, l'augmentation d'électricité, d'eau, de charges, des factures, tout ça, la bouffe, personne n'est concerné. Mais non, il faut arrêter, c'est pas vrai, ça ne nous arrive pas, on n'est pas concerné. Non, faut arrêter de faire les ignorants. À un moment donné, tout le monde est concerné au moins une fois dans sa vie. Je pense à des problèmes quand on va chez le médecin, quand on va aux urgences, qu'on poirote, on va dire 5 heures aux urgences parce qu'on a un problème. Attention, je dis problème urgent, mais qu'en fait, il n'y a pas de personnel soignant, on peut pas se faire soigner, il n'y a pas de médecin, il y a rien. Et on est tous démunis face à ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on relève en fait pour cette année à venir, montrer aux personnes supérieures, hein, c'est-à-dire l'État, montrer aux gens qu'il faut arrêter, il faut trouver des solutions parce que là, on ne peut pas aller de l'avant. Bon, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai commencé à me prendre en vidéo pour parler de ma vie, parler des rendez-vous que je faisais et aussi pour montrer aux gens qu'on me prenait souvent pour une folle, entre guillemets, on me prenait pour quelqu'un qui va très bien. Hein. D'ailleurs, sur moi, physiquement, ça ne se voit pas, que je vais pas bien. Et comme disent certaines personnes en vidéo, les handicaps, la plupart du temps, sont invisibles. C'est la réalité, malheureusement. Et donc, on se fait souvent juger parce que ce n'est pas visible à l'œil nu. Et donc, du coup, on est encore plus critiqué parce que, arrête, ça va bien, machin. C'est dans ta tête. Et là, après, il y a la fameuse phrase, c'est dans ta tête. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis allée faire un IRM cérébral pour qu'on voit si c'était bien dans ma tête ou pas. Donc ça, ce sera peut-être au prochain épisode. Mais à un moment donné, on nous dit ça et puis en fait, les gens sont dans le jugement, mais ils ne sont pas confrontés à ça. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir encore à faire des vidéos. J'en fais moins, tout simplement parce que j'ai décidé déjà d'évoluer, d'aller de l'avant. Et c'est surtout que, en fait, j'ai dit stop. J'ai dit stop à la plateforme. J'ai dit, il faut que j'évite d'aller dessus parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est une addiction, hein, concrètement. Quand on lance l'application, on y reste pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On ne s'arrête plus. On scrolle, on ne s'arrête plus. Et en fait, mais on arrive enfin à quitter l'application alors qu'on avait plein de choses à faire, mais du coup, on a décidé de ne pas les faire parce qu'on est resté focalisé sur l'écran. Et alors, on se dit, mais je vais pas bien, je me sens pas bien et tout. En même temps, on vient de passer plusieurs heures sur les écrans. Et en fait, c'est hyper nocif. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, non, il faut que j'arrête parce que ça va me rendre encore plus malade de ce que je suis actuellement. Et du coup, je me suis dit, pour aller mieux, pour aller de l'avant, il faut que je diminue, voire que j'arrête. Donc, c'est vrai que je passe moins de temps à faire des vidéos parce que, en fait, quand je crée une vidéo, le problème étant qu'après, je tombe sur d'autres vidéos et donc, hop, je scrolle et après, on n'en finit plus. Et c'est pas bon pour moi. Et donc, ça, pour l'année 2023, c'est des progrès que j'ai à faire et que je pense que je vais limiter mon temps d'écran pour aller mieux mentalement, je pense. En deuxième partie, on va parler d'auto-sabotage et en fait, on va parler un peu plus en détail de l'aspect psychologique, l'anxiété, comment en fait ça joue sur le cerveau, l'état d'esprit dans lequel on est et surtout comment on y fait face en fait au quotidien parce que c'est super dur.
Donc moi, ce qui se passe, c'est que du coup, comme je vous disais, j'ai développé des troubles de l'anxiété donc il y a un an. Et en fait, j'étais déjà, en fait, plus ou moins déjà dans l'auto-sabotage depuis des années. En fait, ce qui se passe, c'est que là, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, je réfléchis trop, je suis trop dans l'anticipation. Et en fait, j'exagère les choses, j'extrapole. Et je me dis, mais je suis complètement folle. Et d'ailleurs, en fait, c'est vraiment par pur hasard que j'ai compris ça, parce que je serais peut-être restée encore quelques temps sans vraiment m'en rendre compte, mais ça fait déjà des années que ça dure au final. Alors, comment, comment je vais vous détailler ça? En fait, quand j'étais dans cette emprise d'être enfermée chez moi, que je ne voulais plus sortir, quand quand j'ai eu ce chevreuil de chaque côté ces chevreuils de chaque côté de la route, et que je suis restée tétanisée au volant, en fait tout ça a fait que en fait ça m'a créé des chocs, des chocs émotionnels. Et en fait je me suis dit, ah bah ouais, mais là je me dis, ouais, mais si je prends ma voiture, oh là là, il faut que je pense alors, à plein de choses. En fait, je me suis dit, ah oui, mais si je veux sortir, il faut que je pense à telle ou telle chose, et à quelle heure je vais rentrer, et est-ce que je vais avoir le temps de faire ci, est-ce que je vais avoir le temps de faire ça, il ne faut pas qu'il fasse nuit, beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est que pendant donc, plusieurs mois, je ne suis pas retournée chez mes parents parce que j'étais incapable de conduire. Et donc, bien entendu, je prenais des médicaments. Et donc, déjà, pour moi, rien que ça, prendre des médicaments, eh ben non. Je prends des médicaments, donc je lis scrupuleusement ce qu'il y a sur la boîte. Ne faites pas ça. Et là, je me dis, ouais, peut créer des troubles de l'attention, trucs de conduite et tout. Je me suis dit, oh là, non. Alors là, je prends des médicaments, donc il ne faut pas que je conduise parce que ça se trouve, je vais être moins attentive, il va m'arriver des galères. Et si j'ai un accident, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai mes papiers? Oula, déjà on part comme ça. Et après, on est parti sur une autre étape, encore pire, c'est que quand j'ai pu ressortir de chez moi au tout début, donc en fait, j'ai fait du travail sur ça. C'est-à-dire que j'ai fait des séances d'hypnose, j'ai fait du magnétisme, je me suis fait aider pour pouvoir reconduire parce que donc, physiquement et psychologiquement, j'étais devenue incapable à la conduite. Et donc, on m'a challengée de me dire, oui, mets-toi des défis de ressortir de chez toi avec ta voiture, va à quelques kilomètres. Fais 5 kilomètres et tu reviens. Fais 10 kilomètres et tu reviens. Il faut faire au fur et à mesure. Et donc, ce qui se passait, c'est que, donc, il fallait que je me prépare psychologiquement au fait que j'allais me mettre dans ma voiture et que j'allais partir. Sauf que ça serait merveilleux. En général, quelqu'un part, par exemple, pour aller faire les courses, il prend son portefeuille, ses clés de voiture, il monte dans sa voiture, il va à son magasin de courses. Il fait ses courses, il revient. Moi, alors il faut que je pense au sac. Est-ce que j'ai bien mes papiers? Je vérifie une deuxième fois si j'ai des papiers. Je prends des médicaments au cas où, si j'en ai besoin sur la route, parce qu'on ne sait jamais si je fais une crise d'angoisse, un truc comme ça. Si je prends des médicaments, il faut que je pense à la bouteille d'eau. Pensez au paquet de mouchoirs, parce qu'on ne sait jamais si j'ai le nez qui coule, ci ou ça. Il faut prendre un plaid, parce que si je refais des crises de tremblement, je vais avoir froid, donc il faut que je prenne un plaid. Vous vous rendez compte ou pas dans l'état que je me mettais en fait pour juste faire une petite sortie en voiture? Donc tout ça, et ça a traîné pendant plusieurs mois, on ne va pas se mentir. Pendant plusieurs mois, j'ai eu tous ces réflexes qui m'ont énormément fatiguée, d'ailleurs, qui n'étaient pas très positifs, mais qui étaient positifs et négatifs, mais qui m'ont aidé à avancer. Mais c'était très dur à affronter parce que je devais à chaque fois penser à tout, vérifier que j'avais bien pu fermer les portes, toutes les portes à clé, rien laisser d'allumé, éteindre les prises électriques chez moi, enfin vraiment des trucs, mais on devient complètement gogol. Et au fur et à mesure du temps, ça allait mieux.
mais ça a été un très long travail. Et enfin, maintenant, donc en ce début d'année 2023, je n'ai quasiment plus ces réflexes-là. C'est-à-dire que maintenant, j'oublie ma carte bancaire. Maintenant, on est complètement à l'opposé. Je vais oublier mes sacs de courses. Il m'arrive comme ça des tuiles. Bon, maintenant, je préfère en rigoler, me dire, ça se voit que ça va mieux, parce que du coup, maintenant, je ne pense plus à prendre tout ça. Bon, une fois arrivé au magasin, c'est un peu embêtant. Mais bon, je relativise et je me dis, au moins, je suis capable. La route, ça s'est bien passé. Je n'ai pas paniqué parce que je n'ai pas pris mes cachets avant de partir, parce que si, parce que ça. Et ça l'a fait. Et ça le fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très dur à vivre pendant plusieurs mois. Et enfin, maintenant, je peux reconduire. Je peux reconduire sereinement. Bon, il y a encore des limites parce que le soir, quand il fait nuit, j'ai encore du mal. Parce que je pense que là, je dois faire un autre travail dessus. Mais il y a un problème la nuit qui fait que en fait, je suis 3 fois plus attentive que le jour pour vérifier de chaque côté de la route, à chaque instant, s'il n'y a pas des bêtes, des chevreuils, des lapins, des chats, des oiseaux. Et en fait, le problème, c'est que ça me crée plus de fatigue oculaire qu'une personne classique. Et j'essaye de m'entraîner à être un petit peu moins attentive à la route, entre guillemets. Attention, il faut faire attention sur la route. Mais j'essaye d'être moins attentive, d'être moins focus sur les champs, parce qu'en fait, je me dis, et je vais vous donner quelque chose de très concret juste après, je me dis, de toute façon, si une bête doit traverser, de toute façon, je ne peux soit pas l'éviter, soit je vais y arriver, mais en fait, ça va, de toute façon, c'est la vie, il ne va rien se passer, d'autre, je ne peux pas faire autrement, de toute façon, la bête, elle est là, elle est là. Alors qu'avant, j'étais toujours dans l'anticipation de me dire « Oh là là, est-ce qu'il va y avoir un chevreuil ? Nanana, oh là là, limite, il faut prévoir le téléphone à côté pour au cas où appeler les pompiers si j'ai un accident, tout ça. » Et donc, pour ça, je vais vous donner 2 exemples très concrets. Le premier, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, je rentrais de chez mes parents et un chevreuil a déboulé de nulle part. Devant moi, je n'ai pas ralenti. Alors concrètement, 1 kilomètre avant, je ralentis parce que c'est l'endroit où il y a les chevreuils, donc je ralentis quand même pour faire un peu attention. Mais la partie juste d'après, normalement, les chevreuils, il y a des habitations, ils ne sont pas censés traverser là. Le chevreuil était en train de faire sa best life au milieu de la route, il traversait tranquillement. J'ai même pas eu le temps de freiner. J'ai même pas réagi, tout simplement. J'ai laissé couler. Le chevreuil, il a fait son bout de route. Moi, j'ai continué ma route. Et voilà. Et c'est tout. Et ça s'est très bien passé. Et donc, je suis aussi dans l'anticipation pour beaucoup de choses sur la route. Notamment, et là, ça va être un très gros débat, je pense, les personnes d'un certain âge qui conduisent. On ne va pas se mentir, certains sont des dangers publics, surtout dans mon département. Et le problème étant que chez nous, nous avons plein de priorités à droite. Nos routes sont quasiment toutes à priorité à droite. Donc, il faut être plus attentif, être attentif au stop, tout ça, entre les camions, les tracteurs, les jeunes qui sont complètement cinglés et les personnes âgées qui ne voient plus rien sur la route et qui n'avancent pas sur la route. Et en fait, tout simplement, mercredi dernier, une personne qui était à ma droite, à un stop, ne m'a pas vue arriver. Et la personne s'est engagée et m'est rentrée dedans. Donc, tout simplement, moi j'ai freiné ce que j'ai pu. Le mec me rentre dedans, mais je pensais qu'il n'y avait pas d'impact. En fait, je pensais qu'on s'était arrêté à ras, mais en fait, non, c'est bien rentré dedans. Donc, de une, j'étais très énervée, parce que je me suis dit, oh Coco, tu m'as pas vu, ouvre les yeux. En fait, faut regarder de chaque côté de la route. J'ai fait un petit cours de conduite, quoi. Et puis, il m'a dit, oui, je vous ai pas vu et tout. Et là, je vois l'état de ma voiture. Donc, cette voiture que j'ai mis un peu beaucoup d'argent dedans, concrètement. Et là, je vois l'état de ma voiture qui est un peu cassée.
Pas beaucoup, attention. J'exagère, mais ma voiture n'a quasiment rien. Mais pour moi, c'est énorme. Psychologiquement, c'est très dur de voir sa voiture cassée. Et là, j'ai commencé à l'engueuler. Mais par contre, cet état d'énervement a duré 5, 10 minutes à peine. J'ai été chez la personne habitait juste à côté, on a fait un constat, voilà, le problème est déjà résolu d'ailleurs, et je lui ai dit merci, vous avez été une personne honnête. Je dis je suis désolée, je suis énervée, mais je dis en même temps je devais aller, donc je devais faire 1 heure de route, j'allais voir mes parents, et puis vous ne m'avez pas vu. Il me dit oui, je suis désolée, je ne vous ai vraiment pas vu. J'ai essayé, mais c'était trop tard et tout. Donc je dis oui, j'ai bien vu que vous ne m'aviez pas vu. Mais le problème, c'est que faites attention parce que ça peut réarriver en fait. Donc à un moment donné, on ouvre les yeux. Et dans un temps normal, quelque chose comme ça, un événement comme ça, m'aurait mise dans une situation d'angoisse extrême. Je ne vais pas me voiler la face, je vais être honnête avec vous. Cette situation, elle se serait produite il y a 6 mois. Je serais restée coincée dans ma voiture, à pleurer, à trembler comme une feuille, donc dans un carrefour, bien entendu, donc très passager, et j'aurais même pas pu bouger. Ou je me serais garée à 10 mètres plus loin, et j'aurais appelé mon mari, et je lui aurais dit, viens me chercher, je vais pas bien, il faut venir me chercher, je peux plus bouger, je suis coincée dans ma voiture. Et alors là, je me suis surprise, et c'est là en fait que j'ai eu le déclic. J'ai eu cette surprise de me dire, ça va. Et là, je me dis, en fait, j'ai eu un accident, quelqu'un m'est rentré dedans, mais je vais bien. Moi, ça va. Ma voiture, elle est un peu cassée, mais moi, ça va. Et il n'y a pas mort d'homme. Et je ne vais pas stresser, et je ne vais pas angoisser. Et la colère est partie tout de suite, et je me suis dit, mais c'est génial. Et là, c'est là que j'ai pris conscience du fait que, déjà de une, j'ai moins stressé sur la route. Je suis repartie quand même, juste après le constat, je suis repartie sur les chapeaux de roue. J'ai fait ma route, a été nickel. Je n'ai pas stressé une seule fois. Pourquoi? Comme si ça ne s'était pas passé, en fait. Comme si j'avais pas eu de carton avec la personne en face, comme si de rien n'était, d'une simplicité. Et alors là, je peux vous dire que quand vous avez le déclic dans votre tête de vous dire que ça va bien, que ça va mieux, qu'il n'y a plus de phobie, que franchement c'est fluide, mais c'est génial en fait. Et ça fait franchement beaucoup de bien au moral en fait, de se dire que je vais bien. En fait, j'ai pris réellement conscience que j'allais bien à partir du moment où, en voiture, je me suis étonnée, en fait, à ne pas angoisser, à ne pas anticiper la route. Je me suis dit, ça va. Et j'ai retrouvé, en fait, la simplicité de conduite que j'avais avant. C'est-à-dire, je monte dans ma voiture, je mets la musique et je danse et je chante et je suis contente et j'ai le sourire. Et ça, c'est vraiment... déjà, ça n'a pas de prix concrètement parce que du confort comme ça faisait déjà... ça faisait plus d'1 an que je l'avais perdu, ce confort. Et stresser tous les jours parce qu'on se dit, oh là là, je suis sûre il va m'arriver encore quelque chose aujourd'hui, je suis sûre je vais avoir un accident, ou va falloir que j'évite un accident, ou oh là là, ça se trouve la route elle est en travaux, je vais devoir prendre une déviation. Ça fait du bien en fait de ne plus avoir toutes ces pensées-là en fait. Dans cette troisième partie, maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment je vais actuellement et comment je vois l'avenir par rapport à mon état de santé. Donc tout simplement, en fin d'année, je suis malade et puis je me dis, je dois avoir le Covid. Non, c'était pas le Covid. Enfin, on ne sait pas trop si j'ai le Covid ou pas, mais parce que toute ma famille l'a eu, sauf moi, bizarrement. Et puis, en fait, moi, j'ai eu une espèce d'angine qui s'est transformée en bronchite. Et en fait, un beau matin, je me réveille et en fait, je me retrouve paralysée d'un côté
Et puis, sauf que comme j'habite en campagne et que mon ostéopathe a pris sa retraite et qu'il est donc dans le département voisin, je me suis dit, bon, bah déjà, on est mal parti, comment je vais faire là, je peux pas rester coincée comme ça. Chaque mouvement, même chaque parole me faisait super mal dans tout le corps. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et c'est hors des questions que j'aille aux urgences. Et puis, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais aller sur mon ami Doctolib, puisque moi, je suis une adepte de Doctolib. Hein. Concrètement, je passe mon temps dessus, hein, puisque vu le nombre de rendez-vous que j'ai à chaque fois par an, c'est bon, c'est un petit peu la base pour moi, quoi. Et puis, bah, je trouve un ostéo et en urgence. Je me suis dit, bon, bah, chouette, il a de la place, bon, bah, j'y vais et tout. Et alors, concrètement, j'ai passé plus d'une heure d'enfer dans son cabinet. C'est-à-dire que j'ai souffert pendant plus d'une heure. Je me suis tapé la honte parce qu'il a dû enlever mes chaussures, parce que je n'arrivais même pas à enlever mes chaussures. Et puis, je vais le voir, je lui dis, bon, bah écoutez, je suis coincée d'un côté, je pense que je me suis déplacé une côte en toussant, tout ça, j'ai beaucoup de mal à respirer, j'ai super mal, tout ça, le bassin, tout. Bon, il me dit, ah oui, en effet, je vois bien, vous vous êtes déplacé tout le côté, quoi. Bon. Et puis, forcément, c'était le côté droit, donc le côté où j'ai mal à mon bras, donc j'en profite pour lui parler de mon bras, puis il me demande de ce que je fais dans la vie, tout ça. Et puis, il me dit, bah, si vous voulez, je vais regarder à votre épaule. Ok, pas de problème, moi, super contente. Je me dis, oui, super contente. Je me dis, oui, si vous voulez, mais moi, de toute façon, je pars sans grands espoirs maintenant, puisque de toute façon, personne ne trouve, enfin, on a des possibilités, mais il n'y a rien qui avance. Donc, moi, j'ai des délais qui sont repoussés sans cesse. Et puis, il me dit, est-ce qu'on vous a parlé de la coiffe des rotateurs? Je dis, ça me dit rien comme ça. Et puis, c'est après que j'ai fait le lien avec l'IRM et puis l'EMG, comme quoi, en fait, c'était par rapport au syndrome du défilé, mais en même temps, ils ont vérifié la coiffe des rotateurs, qui était a priori bonne. Et il me dit, non, sinon, je pense savoir ce que vous avez. Je dis, attendez, ça fait 2 ans et demi ça fait 2 ans et demi qu'on recherche ce que j'ai. Si vous arrivez à trouver ce que j'ai, super, quoi, c'est miraculeux, franchement, alors là, bon. Et il me dit, pour moi, vous avez une inflammation de tous les muscles qui sont dans votre bras et dans votre épaule. Ah, bon, d'accord. Bon, je me dis d'accord. Et donc là, il me dit, je vais essayer de vous soulager. Par contre, il me dit, je vous préviens, ça va faire super mal. Donc, ça va pas être une partie de plaisir, quoi. Bon, le fait est, ça fait hyper mal. On va pas se mentir. J'ai braillé plusieurs fois dans le cabinet. Tellement la douleur. Mais c'était en fait, c'est comme si on me brûlait le bras, en fait. Ça me faisait des sortes de brûlures. C'était intense comme douleur. Bon, puis j'y croyais, mais sans trop y croire, parce que je me dis, de toute façon, plein de personnes ont essayé de me soigner, ça marche jamais. Des séances d'ostéo pour mon bras, j'en ai fait des dizaines, sans grand résultat, même des tests pour soulager la douleur, ça marchait jamais. J'ai essayé le kiné, j'ai tout essayé quand même, donc bon. Je me suis dit, allez, on laisse le bénéfice du doute, et puis il finit la séance. Et puis il me dit, de toute façon, il faudra revenir dans quelques jours pour bien que je vous ressoulage, parce que, en gros, il ne peut pas tout faire en une fois, parce que j'étais tellement coincée partout, tout était vraiment micmaqué, que moi, il m'a dit, de toute façon, il faudra revenir et tout ça. Ok, bon. Et puis, la journée se passe, puis, du coup, mes douleurs que j'avais, comme j'étais coincée de partout, hop, en même pas 24 heures, j'avais quasiment plus mal, nulle part. J'avais mal plus qu'à un seul endroit, un endroit qui était un peu pénible parce que c'était dans la cage thoracique, donc en fait ça me faisait un point quand je respirais, donc c'était super gênant. Donc j'ai attendu 3 jours comme ça, puis je retourne le voir, et puis il me dit comment ça va et tout, donc il voyait à ma tête déjà que ça allait mieux, puis je lui dis j'ai encore une pointe là. Bon, il me dit oui, ça va être compliqué. Il essaye de me la faire partir, et en fait il a mis beaucoup de temps parce que en fait il arrivait tout simplement pas. C'était super délicat comme manipulation, et en fait
en fait, en gros, l'endroit qui était coincé ne voulait pas se décoincer, en fait. Donc, il était obligé d'appuyer, mais ça marchait pas. Du coup, on a essayé une autre technique pour que ça se décoince, quoi. Mais vraiment, le pauvre, il a galéré. Bon, moi, j'étais en train de souffrir, hein, mais... Et puis, il me dit, bah, pour votre bras, tout ça. Et c'est vrai que, en fait, j'ai même pas réalisé, mais en fait, j'avais moins de douleur. Et il me dit, bon, bah, du coup, je vais refaire un petit peu votre bras. Moi, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, au secours, j'ai pas trop envie. Enfin, j'ai tellement souffert. En fait, ça fait super mal. Attention, c'est vraiment pas. Moi, je suis très résistante à la douleur en temps normal. Donc là, je peux vous dire que la sensation de brûlure, c'est comme si on vous prend une casserole d'huile brûlante et là, on vous la verse sur tout le bras. C'est pas des conneries, hein. Franchement, c'est super douloureux. Et donc je me suis dit, oh là là, je vais encore souffrir et tout. Puis là, je dis, oui, bon, bah, de toute façon, j'ai pris du Doliprane, machin. Je me dis, moi, parce que bon, on va éviter de vraiment souffrir. Hein. Attention, il faut prendre des antidouleurs avant ou après la séance pour aider en fait à avoir un petit peu moins mal. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire et c'est ce que je fais en général. Pas tout le temps, mais comme là, le premier coup, j'avais pas le choix parce que concrètement, la souffrance était énorme. Donc, de toute façon, j'avais pas le choix. Et, et donc, il refait une autre manipulation, tout ça. Et puis, bah, il me dit, vous allez voir, mais avec le temps, ça va aller mieux. Vous allez avoir moins mal au bras. Et il me dit, après, moi, je vous conseille de revenir une fois par an, je crois qu'il m'a dit. Une fois par an ou une fois tous les 6 mois, je sais plus. Euh, je vous conseille de revenir. En fait, dès que vous avez mal, vous revenez refaire une séance. Bah, je lui dis alors, donc si je reviens à chaque fois que j'ai mal, j'ai écouté, j'ai vu que j'ai mal toute l'année, je vais peut-être pas venir tous les mois. Je lui dis en rigolant, hein, parce que bon, il voyait en fait, il a compris mon désespoir, en fait, à quel point j'en pouvais plus. Et il me dit oui, non, mais il me dit pas tout le temps, mais il me dit dès que vous sentez que la douleur elle va vraiment être trop insupportable, vous revenez et puis on ressoulage. Ok. Et puis bah, moi, je pars du cabinet, tout ça. Puis bon, bah, je me dis, de toute façon, ça se trouve, ça va me soulager. Puis ça va me soulager 2 jours. Allez. De toute façon, moi, comme je ne crois pas à la guérison totale actuellement, enfin, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, là, de toute façon, allez, hop, il me dit ça. Puis de toute façon, dans un mois, je vais y retourner parce que j'ai encore trop mal au bras. Et puis ça va être encore autre chose et tout ça. Le temps commence à passer et puis bah, en fait je constate que j'ai moins mal au bras. Et en fait pareil, ça m'a fait un déclic. Comme pour la voiture, d'un coup je fais je dis bah j'ai pas mal au bras là. En fait dans des fois dans des petits trucs qui devraient faire que j'ai mal au bras, attention dans les choses du quotidien, hein, par exemple nettoyer la table, enfin passer le balai, voilà, des trucs tout bêtes. Euh, Normalement, je vais avoir mal au bras. Et là, je me surprends à pas avoir mal au bras. Et là, je fais, oh, bon. Donc, je me dis, oh, bah, c'est super chouette et tout. J'ai moins mal au bras. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, allez, ça y est, ça se trouve, c'est ça que j'ai. Je vais aller mieux. Et là, je me dis, bon, bah, vu que c'est des inflammations des muscles, je me dis, bon, bah, je vais chercher sur Internet des compléments alimentaires. Je sais pas, parce que, attention, je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoires parce que je réagis très mal aux anti-inflammatoires. En fait, ça me rend très malade. Donc, comme je peux pas en prendre, j'essaye de trouver des alternatives naturelles pour, bah, justement, pour booster, pour ne plus avoir d'inflammation, d'avoir des vitamines, de tout ça. Donc, bon. Puis je commence à chercher, puis bah, je trouve pas grand-chose. Donc, je me dis, bon, bah, tant pis pour l'instant. Et puis, je me dis, bon, bah, là, je vais réapprendre à manger. Donc, je me suis dit, si je mange mieux, donc si je mange plus de fruits, plus de légumes, que je répartis bien mes repas, ça me donnait plein d'énergie, plein de force, et du coup, je me dis, ça se trouve, ça va aider à la guérison. Ce qui est en général le cas, hein, quand on est malade, si on mange super bien, très équilibré, qu'on prend des vitamines, tout ça, on va mieux après. Donc bon, je commence à me dire, bon bah allez, je vais recuisiner tout ça. Et puis bah là, sauf que là est arrivé un, un nouveau, un nouveau stade dans ma vie, c'est-à-dire que là, début de l'année, donc j'avais un des derniers examens euh, potentiels pour mon bras, c'est-à-dire que je suis allée passer un IRM cérébral.
qui était non sans mal, puisque j'ai dû faire un travail pendant plusieurs mois avec un hypnothérapeute à l'hôpital qui m'a aidée pour passer la peur de l'angoisse et de la claustrophobie, parce qu'en fait, je suis devenue claustrophobe avec le trouble de l'anxiété. Et ma foi, cette personne, je l'ai vue donc lundi pour la dernière séance. Il m'a dit, de toute façon, je vois bien, ça se voit sur vous, vous êtes beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, tout ça. Et c'est vrai que, en fait, c'est pendant ces rendez-vous que je me rends compte, en fait, du travail que j'ai fait et comment ça va mieux en l'espace de quelques mois. Bon, quelques mois, ça a mis 1 an, mais je me dis, waouh, le changement, il est là, en fait. Le changement, il est bien réel. J'ai bien changé, j'ai évolué, je vais mieux, j'ai fait beaucoup de progrès. Il faut que je continue sur cette lancée. Tout le travail que j'ai fait n'a pas servi à rien. J'ai réussi à passer mon IRM sans crise d'angoisse, sans panique, assez fluide. J'ai remercié le personnel qui a été là parce que j'ai eu la personne qui m'a fait passer l'examen a été d'une écoute mais incroyable. Elle m'a tenu la main pour m'emmener quand le siège s'est avancé. Elle m'a repris la main quand le siège s'est retiré quand l'examen s'est terminé. La deuxième personne donc, qui est en charge de l'examen aussi était là. Donc cette personne, je l'avais déjà vue il y a 1 mois et demi. Cette personne m'a demandé comment j'allais, si ça s'était bien passé, si j'avais des questions, si... À l'écoute, quoi. Pour une fois que j'ai des personnes à l'écoute. Parce que, en fait, je trouve ça super important quand on a des problèmes mentaux, quand on est atteint d'anxiété, et encore, parce que bon, j'ai pris sur moi, parce que ça aurait été il y a 6 mois, j'aurais pas pu être capable, en fait, de faire tout ça. Et d'ailleurs, parce que je suis arrivée un petit peu en avance, mais j'ai quand même été prise en charge en retard, c'est-à-dire que j'ai eu plus d'1/4 d'heure de retard, sachant que je suis arrivée 1/4 d'heure en avance, donc 1/2 heure d'attente assise sur un siège devant le secrétariat de l'IRM. Je peux vous dire que moi qui est vachement stressée, je commençais à m'impatienter un petit peu. Donc je me suis dit, bon, allez, on prend sur soi, on respire et tout ça. J'aurais eu le cas il y a quelques mois, soit je me serais énervée dans le cabinet, soit je serais partie en fait. Au tout début, je suis arrivée dans le cabinet, je me suis dit, bon, vas-y, je vais m'en aller parce que ça me saoule. Je me suis dit, non, mais pourquoi tu réfléchis comme ça sert à rien, de toute façon, tu vas bien passer un jour, t'en fais pas de panique et tout. Et ça a été. Et j'étais super fière de moi parce que je me suis dit, j'ai pas paniqué, j'ai réussi à faire l'examen. Alors certes, l'examen, ça m'a pris 3 mois pour le faire parce que j'ai pas eu le choix, parce que j'ai dû faire des séances d'hypnose avant pour m'aider à aller bien, à pouvoir affronter cet examen. Mais je l'ai fait. Et donc là, cet examen est donc pour éventuellement un traitement un traitement spécifique pour les douleurs qui sont mémorisées dans la tête. Il me semble que je l'ai déjà expliqué. Mais ce traitement, je ne veux peut-être pas en fait en bénéficier, tout simplement parce que en fait, je vais avoir potentiellement un autre rendez-vous dans un centre de réadaptation qui m'a été conseillé par une rhumatologue que j'ai vue courant décembre. Et donc j'ai encore du délai d'attente, comme partout. Mais là, on m'a dit qu'il faut que je réapprenne à utiliser mon bras, à ne pas avoir mal, en fait, pour avancer dans la vie. J'ai vu une rhumatologue qui m'a comprise, qui m'a dit, oui, je comprends qu'en même temps, ça soit long, depuis 2 ans et demi, vous ne pouvez plus utiliser votre bras, je comprends que vous avez envie de retravailler, il faut qu'on fasse en sorte que vous puissiez retourner travailler. Là, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui me comprend, parce que bon, je veux pas dire, mais apparemment, c'est pas donné à tout le monde de vouloir... retourner au travail, alors que moi c'est un de mes objectifs premiers, c'est de pouvoir retourner au travail parce que j'adore travailler quoi. Donc du coup je me retrouve avec plusieurs solutions entre guillemets clés en main, c'est-à-dire que j'ai la première avec la stimulation au niveau du cerveau pour ne plus avoir l'ancrage des douleurs dans la tête. J'ai la solution au centre de réadaptation qui va arriver prochainement, j'espère, voir ce qu'ils peuvent me proposer.
J'ai également du coup l'ostéo qui me dit que c'est inflammatoire et donc il y a une potentielle guérison. Donc on m'a parlé de guérison quand même. Je me suis dit waouh, pour finir l'année c'est plutôt pas mal. Donc j'ai ces possibilités-là. Et du coup dans ma tête je me suis dit bon bah ok, peut-être que je vais enfin pouvoir reprendre ma vie en main. Peut-être que je vais pouvoir avoir un nouvel avenir qui va se projeter. Euh, il va falloir que je réfléchisse à ce que je veux faire dans ma vie prochainement, avec ses limites, bien entendu, parce que je ne pense pas récupérer 100% de mon bras. Donc, c'est-à-dire que il va falloir que je me fasse à l'idée, peut-être que je ne pourrai jamais porter de charge lourde. Donc ça, c'est encore un autre travail qu'il va falloir que je finisse par accepter, parce que de toute façon, porter, ça se trouve, des cartons de 20 kilos, déjà actuellement c'est toujours pas possible, mais peut-être que ça ne sera plus jamais possible de ma vie. Donc il faut aussi que je réfléchisse à des potentielles idées pour aller de l'avant, pour me dire plein de choses sont possibles, à moi de faire en sorte que ça se fasse. Et donc c'est positif en fait. Je me dis bon bah il n'y a plus qu'à trouver. Ça se trouve je vais peut-être pouvoir repartir du bon pied en me disant que ce que je voulais faire de ma vie, peut-être que je vais pouvoir le réaliser au final, parce que peut-être que tout n'est pas perdu, que je vais pouvoir retrouver mon bras. Et je me suis dit, bon, bah chouette, quoi. Commençons l'année positivement, quoi. Et ça, je peux vous dire que ça fait du bien pour une personne qui n'a pas d'espoir depuis 2 ans et demi par tous les médecins différents, tous les spécialistes, qu'on dit oui, on sait pas. Je peux vous dire que ça fait du bien parce qu'on se dit là enfin on est peut-être pas trop encore compris, mais là on commence enfin à m'apporter des solutions. J'ai envie de dire il est peut-être temps au bout de 2 ans et demi, mais ça a mis du temps, mais ça arrive enfin et c'est un soulagement quoi. Et donc pour finir côté moral, mon moral va très bien. Je vais largement mieux. Je ne prends plus de médicaments, donc c'est-à-dire que je ne prends plus d'anxiolytiques, je ne prends plus de médicaments pour dormir, je ne prends pas d'antidouleur, je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire, donc le problème est réglé. Mais je vais mieux en fait, j'ai plus le moral, j'ai retrouvé une qualité de vie qui est un peu plus dynamique, je ressors. Je fais des choses, je vais à mon rythme parce que je ne peux pas encore tout faire, mais j'arrive à ressortir, j'arrive à prendre du plaisir en fait, à aller dehors, à voir des gens, à être un peu plus enthousiasme et positif qu'avant, alors qu'avant je tirais la tronche toute la journée. Maintenant, je suis contente, je vais de l'avant, je me dis allez, on continue et ça va qu'en s'arrangeant. Je positive et ça fait du bien. Et si je peux donner un conseil aux gens, c'est que si ça va pas, et d'ailleurs, j'ai eu ça m'a fait du bien d'en parler autour de moi. Il faut se faire aider parce que clairement, les gens autour de nous ne voient pas à quel point on est super mal. Ils peuvent comprendre qu'on n'a pas trop le moral. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point on ne va pas bien et on ne l'exprime pas autour de nous à quel point on va super mal. Et en fait, ça peut être vraiment quelque chose de très délicat à vivre au quotidien si on ne dit pas à nos proches à quel point on va mal. Et faut le dire, d'ailleurs, faut le dire aux autres quand ça va pas, parce qu'on ne peut pas se voiler la face. Et c'est le cas surtout quand on prend des médicaments, parce que les gens ne comprennent pas la plupart du temps, et ils se disent oui, pourquoi t'es encore en train de déprimer, oh, arrête, nanana, t'exagères et tout. Parlez-en autour de vous et faites-vous aider. C'est-à-dire que si ça va pas, voyez des psys, prenez des médicaments si vous en avez besoin, et surtout, mais parlez-en à vos proches, parce que vos proches, ils sont là pour vous en général, et ils seront un petit peu moins dans le jugement s'ils comprennent pourquoi vous allez pas bien en fait. Et ils seront là pour vous la plupart du temps. Donc, sur ces belles paroles, moi je vais continuer mon petit bout de route et puis la prochaine fois j'espère revenir un peu plus rapidement, parce que là avec les fêtes de fin d'année ça a été un petit peu compliqué, et les examens que j'ai passés,
Mais tout ça pour vous dire que j'espère que je vais refaire d'autres audios dans les prochains jours, prochaines semaines, un peu plus courts. Je vais essayer, encore une fois. Et puis bah, surtout, prenez soin de vous. Et puis à bientôt.